Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Un invité que vous avez l'habitude d'entendre mais qui est passé de l'autre côté du micro, Miguel Alvolterra. Bonjour. Bonjour. Alors, ancien rédacteur en chef à France Télévisions. On Oui. va appeler ça comme ça, même si ça s'appelait pas tout à fait comme ça. À l'époque de ce que je vais vous raconter, c'était l'ORTF. C'était l'ORTF. Alors, on va découvrir avec vous pas mal d'anecdotes que vous avez vécues dans votre métier, dans votre profession. Et on va commencer avec une première. Vous allez nous raconter l'histoire du paquebot Azur. C'est quoi? Voilà. Alors, avant tout, pour que les gens comprennent, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, quand on est au XXIe siècle, on peut faire des directs aujourd'hui avec un iPhone et on fait un direct complet vers une chaîne de télévision, une rédaction, n'importe laquelle, dans n'importe quel événement et pratiquement sur toute la planète. Avec un iPhone, on fait. Aujourd'hui, c'est merveilleux. Avant, pour faire des directs, il fallait tout un dispositif. Il fallait des cartes de direct avec 3, 4, 5 caméras, des régies mobiles, ce qu'on appelait. Et on avait aussi, à côté de ce quart de direct, un dispositif de transmission, soit par onde hertzienne, soit par satellite. Et tout ce dispositif, ces deux véhicules importants, hein, gros, il fallait les transporter sur les lieux du direct, n'importe où dans le monde. Quand on avait fait le Paris-Dakar, par exemple, on avait transporté tous les moyens dans un avion militaire où on avait transporté les cars et tout ça. Donc c'était énorme. Et donc, il fallait toujours à l'époque ce dispositif pour pouvoir faire un direct. Alors, à cette époque, c'était en 1975, le journal était présenté par Jean Lanzy, que certains téléspectateurs connaissent ou s'en souviennent. Et Jean Lanzy aimait bien faire justement des journaux en direct en fonction des événements, de l'actualité. Et la compagnie Paquet, la compagnie de croisière, l'ancêtre de la compagnie Costa aujourd'hui, lançait un nouveau paquebot luxueux. Et Jean Lanzy avait dit, tiens, ce serait bien qu'on fasse un direct, qu'on fasse le journal en direct du paquebot, mais pas au port, enfin au Au large, large. au large. Et donc, je pars une semaine avant avec le cadre technique et je vais à Toulon et je vais voir les responsables de la compagnie Paquet pour voir quel était le trajet. Et le problème le plus important, c'est que à partir du moment où le bateau quitte le port, on est hors couverture des émetteurs de TDF à l'époque, Télédiffusion de France. Après ça s'appelait France Télécom. On était en dehors de cette couverture hertzienne de l'émission. Donc, avec des techniciens de TDF, on est parti tout autour du port de Toulon pour faire un repérage des différents lieux où on pouvait installer un réémetteur du bateau en train de naviguer vers la rédaction. Et on cherche des meilleurs endroits et tout ça. Et puis avec le type de TDF, on a trouvé un endroit sur une pointe dans le golfe de Toulon. Et on a dit, tiens, on va mettre le réémetteur là. Parfait, tout ça impeccable. La semaine suivante, le jour de l'émission, on arrive à Toulon avec l'équipe. On avait fait embarquer le car de la SFP sur le bateau la veille. Et donc, c'était au deuxième sous-pont qu'on avait fait embarquer. Et moi, je vois avec les techniciens et je vois comment on peut installer les caméras sur le pont pour qu'on voit à la fois Jean Lanzy et le décor et qu'on voit qu'on était en mer, qu'on n'était pas... Bon. Donc tout se passe bien. Le journal était à 13h. Et à 10h30, 11h, le paquebot s'en va. On sort du port lentement, hein, les gens connaissent, très très lentement et tout. Et à 12h30,
moi, je suis dans le quart image, dans le quart image qui est donc dans le soupon. Et on essaye de joindre le technicien de TDF. Et le technicien de TDF ne répond pas. On commence à paniquer parce qu'on était à une demi-heure de l'antenne, quoi. Donc, et alors j'essaye de l'appeler avec le téléphone. Il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas de portable, exactement. Voilà. Et il me répond. Et là, on verra. On verra demain, la suite. Dès demain, on se retrouve justement. Ce sont des histoires à épisodes, comme ce que vous nous racontez. À demain. Bonjour et bienvenue. Suite de notre épisode d'hier en compagnie de Miguel Alvolterra, qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Donc on rappelle, vous êtes dans le port de Toulon à 1 heure à peu près d'un direct, d'un journal de 13 heures. Ouais. C'était en 1975, sur un paquebot fraîchement inauguré. Le technicien donc, de TDF que vous aviez du mal à joindre vous répond. Et qu'est-ce qui se passe après ? Alors, il me répond, je ne vous vois pas. Et comment ? On dit, on vient de sortir du golfe de Toulon, tout ça, vous devez nous voir. Et je lui dis, mais vous êtes... Alors, j'avais la carte sous les yeux, et je lui dis, vous êtes à tel endroit. Il me dit, non, je suis de l'autre côté. Je dis, comment ? Alors là, je commence à pâlir un peu, parce que vraiment, on était à 12h30, 35. Je monte à pied les escaliers, donc 2 étages, et puis je remonte 2 étages, 3 étages, jusqu'à la passerelle de commandement, et je fonce vers le commandant du bateau. Et je lui dis, il faut que dans une demi-heure, on soit à tel endroit. Il me dit, ça va pas ? Je dis oui, sinon tout fout le camp, toute l'émission est foutue, on ne pourra rien faire. Et il n'y aura pas de journal en direct en plus. Il n'y aura pas de journal en direct et c'est la panique. Alors, il va vers le garçon qui était aux commandes du moteur et il pousse le moteur à fond comme un hors-bord. Et là, le bateau... Les gens qui étaient à bord ne savaient pas pourquoi. Le bateau, il commence à partir comme un fou. Et 12h35, 12h40, 12h45, j'appelle Paris en disant est-ce que vous avez une image qui sort du bateau ? Non, on n'a pas. 40, 45, 50. Je me dis, bon, c'est tant pis, hein, on a perdu, quoi. Donc, vraiment... Et à Paris, donc, quand on fait des directs comme ça, il y a quand même une deuxième équipe avec un présentateur bis, prêt à faire le direct s'il y a justement des problèmes techniques ou des choses comme ça. Donc, le présentateur de l'époque se préparait à faire son journal, mais de Paris. Et... tout d'un coup, il y a le cadre technique qui est en régie à Paris qui me dit « Ah, on a une image !» Mais c'est pour le moment, ça bouge beaucoup, tout ça, parce qu'en fait, quand on fait une transmission avec la parabole à bord du bateau, il faut que à la fois la parabole de départ et la parabole d'arrivée soient d'abord dans un axe et vraiment on avait prévu que ça bougeait un peu, le bateau. Mais il faut que ce soit le plus stable possible. Sinon, l'image est pourrie, quoi. Donc, et il me dit, non, pour le moment, l'image n'est pas stable, tout ça. Et Lanzy, lui, était sur le pont, et il tournait en rond et tout. Il avait ses invités, le président de la compagnie Paquet, tout ça. Il avait fait donc un beau plateau. Et... voilà, on était tous. Et tout d'un coup, Paris m'appelle, il devait être 12h58 ou 59. Et Paris me dit, c'est bon. Ne bougez plus, stop. C'est bon. Et hop, Jean Lanzy, sur le bateau, dans son oreillette, entend le générique du journal. Miracolo. et il commence à dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et là, on a commencé le journal. Et voilà. Et c'est formidable, c'est une histoire vraiment formidable, parce qu'il faut que chacun... déjà, il faut avoir le cœur bien accroché. Oui. Voilà, mais ça, ce sont les aléas du direct et du métier. Il faut que le présentateur, le journaliste présentateur, soit aussi
préparer à toute éventualité. Et les téléspectateurs, ce qui est magique, c'est qu'ils ne voient pas Ah non, ils ne tout peuvent ça. pas imaginer Ils ça. peuvent pas Ah imaginer non, tout non, ça. personne. Même quand on connaît un peu la télévision, et à l'époque, il y a 50 ans, bon, on ne connaissait pas tout ce qu'il y a autour d'une émission en direct et tout ça. Les gens n'imaginaient pas. Ils disaient, oui, bon, encore une panne, machin, tout ça. Bon. Et c'était chaque fois, là je vais vous raconter là, toute la semaine, chaque fois ce sont des instants intenses, mais il faut rester le plus calme possible. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que le technicien de TDF n'était pas au Ben, bon endroit? Le réémetteur, il l'avait mis de l'autre parce qu'il côté? avait mal lu les coordonnées sur le truc, Sur la le carte. cadre technique qui avait fait le repérage avec moi la semaine d'avant. Il n'avait pas vu, au lieu d'être sur la pointe au sud, il était sur la pointe au nord. Voilà. Effectivement. Et donc, il n'était plus à l'endroit, parce que nous, on avait préparé le trajet avec le commandant avant qu'il ne parte, en lui disant, puisqu'on doit taper sur la parabole qui est à cet endroit, essayez de faire le plus possible pour vous rapprocher de cet endroit. Et l'autre, il était à l'opposé. Voilà, hein, encore une merveille. Merci beaucoup, merci Miguel. On a un peu l'impression qu'on attendait la fusée qui redescende et qu'on est dans la salle de contrôle. On va en parler justement demain. On va partir un petit peu plus dans les airs. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Nous retrouvons Miguel Hall, l'ancien rédacteur en chef à France Télévisions. Bonjour. Bonjour. Allez, on était sur la mer. On va partir un petit peu plus dans les airs cette fois-ci. Expliquez-nous. On vous relate tout au long de cette semaine des anecdotes qui ont fait les directs, qui ont fait les grands moments de la télévision aussi, des grands coups de stress, oui. mais que l'on n'oublie pas. Voilà. Alors là, je vais vous raconter l'histoire qui s'était passée en 81-82. C'était le départ du premier astronaute français, Jean-Loup Chrétien, dans une capsule avec... à l'époque, on travaillait avec les Russes, dans une capsule russe, et le premier, donc, français qui partait dans l'espace, Jean-Loup Chrétien. Donc, pareil, comme je vous l'ai expliqué hier, on fait les repérages toujours. Et donc, je suis parti à Moscou pour discuter un peu, pour organiser avec les gens de la télévision soviétique. Et à l'époque, c'était la Russie, c'était pas la perestroïka encore, hein, donc c'était très coincé, très surveillé. Et donc, ils me reçoivent à la télévision à Moscou. On discute, je dis voilà, on va faire ça, on a commandé à la télévision soviétique le car pour s'installer à Baïkonour, tout ça, machin, ils connaissent, bon, très bien. Et le type, il me dit, vous parlez quelle langue, en général? Ah, je lui dis, bon, je parle le français, bien sûr, je parle l'anglais, je parle l'italien. Il me dit, bon, d'accord, revenez demain. Au revoir, monsieur, je reviens le lendemain. Il me dit, bon. Et ça c'est un peu la technique soviétique. De déstabilisation, un peu. Oui, non seulement l'intimidation, et puis aussi essayer de circonscrire le personnage qu'ils ont en face d'eux pour pouvoir le piéger le plus possible. Donc, le lendemain, je retrouve le bonhomme, et il me dit, bon, vous avez besoin de quel matériel? Je dis, voilà, on a le car 4 caméras à Baïkonour, on va filmer la fusée qui ne sera pas partie, même au moment du direct. Mais bon, on avait donc fait des reportages sur Jean-Loup Chrétien, tout ça, donc on avait une vidéothèque assez fournie pour remplir le direct. Et je lui explique, voilà, on va faire ça. Et notre présentateur s'appelle Georges Leclerc. Georges était un journaliste spécialiste de sciences et techniques, d'espace et tout ça. Et en plus, l'avantage de Georges, c'est qu'en fait, il était d'une famille russe. Donc, il parlait très bien le russe. Et je dis, voilà, il y a Georges Leclerc et tout ça. Il me dit, Georges Leclerc? Ah, c'était pas prévu.
J'ai dit, non, mais ça va être au contraire, c'est très bien. Il va expliquer aux téléspectateurs comment se passe le décollage, tout ça, tout ça. Il me dit, bon, d'accord, revenez demain. Je repars, je reviens le lendemain. Tout ça, assez bref, hein, ça a duré un quart d'heure, une demi-heure. Quoi. Bon. Et ça commençait à me gonfler un peu, comme on dit. Hein, donc, le troisième jour, je suis retourné. Il me dit, bon, d'accord, donc on accepte que ce soit M. Leclerc qui fasse le direct. Alors, il faut que vous soyez à tel jour, à telle heure, à tel endroit. Bon, d'accord, machin. Revenez demain. Et c'est comme ça jusqu'au jour du direct. On arrive avec mon réalisateur à Baïkonour et on s'installe dans le direct. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'au lieu d'avoir un quart, qui était le quart normal de retransmission des directs comme en France, avec les caméras et tout ça, il y avait un quart avec le son et un quart pour l'image. Et j'ai dit, mais comment on peut faire ça? Parce que j'ai besoin non seulement de voir, mais d'entendre. De voir mon présentateur et de discuter avec lui à travers une oreillette, mais je dois aussi parler à Paris pour faire de la coordination au moment de l'image et tout ça. Il me dit, non, vous voilà, choisissez. Vous avez ces deux cas. Donc j'ai été obligé, chaque fois, avant que l'émission ne commence, hein, j'étais obligé de regarder d'abord l'image, comment tout était fait et tout ça, alors de ressortir, d'aller sur le quart son, d'appeler Paris avec un téléphone et de voir avec le chargé de production s'il recevait bien l'image et tout ça. Et en plus, j'avais pas la possibilité de communiquer avec Georges Leclerc, qui était en plateau, avec son direct et tout ça. Or, quand on fait une émission de télévision, à l'époque, la présentation d'un journal télévisé, on s'arrange toujours, le présentateur et le réalisateur s'arrangent pour qu'à un mot précis, on donne le top pour envoyer un reportage. Lancer soit le reportage et tout ça. Et là, on n'entendait pas le son, puisqu'on était dans le quart image. Donc je n'entendais pas. Il fallait savoir lire sur les lèvres. Ah oui, alors donc, Georges me dit, bon, écoute, c'est pas grave, on fait comme on faisait à l'époque. Fais un petit signe. Non, oui, je touche ma cravate, et ça veut dire top. Et moi, pour donner le top à Paris, il fallait d'abord, que je regarde l'image, et que je retourne dans le quart son pour aller dire top. À la fin, bon, j'ai dit à Paris, écoutez, chaque fois que Georges touche son nœud de cravate, vous lancez le truc. Bon. Et c'est comme ça que ça a duré pendant toute l'émission. Et alors, chose encore plus hallucinante, c'est que, comme ils étaient persuadés qu'on n'était pas en direct, réellement, ils avaient d'abord mis une réalisatrice à la place de mon réalisateur. Donc, mon réalisateur n'avait pas le droit de toucher les boutons. Il ne pouvait rien faire. Et la réalisatrice, bon, faisait ces trucs avec ses techniciens à elle et tout ça, donc elle connaissait. Et donc, nous avons fait à 13h précise le journal. Et puis, tout d'un coup, moi je dis, voilà, c'est terminé, le journal était fini, on avait réussi par miracle, tout se passe bien, les sujets partaient correctement, tout était parfait. Et moi j'ai dit, bon, merci beaucoup, on a terminé le truc. Et le type arrive, il était comme un fou, il dit, quoi? Vous avez fait l'émission? Mais on croyait que vous étiez en train de faire la répétition. On ne savait pas. Parce que, en fait, à Paris, à l'ambassade à Paris, il y avait un type qui regardait le journal télévisé pour voir si on faisait pas, on disait pas de choses. À l'époque, c'était quand même très tendu. Hein. Les gens dans Moscou faisaient la queue pour aller acheter du pain et tout ça. Comme vous avez failli finir au goulag. Oui. Et donc, il était fou furieux. Et il a dit, bah, attendez, c'est pas possible, vous allez voir. Et avec Georges Leclerc, on s'est dit, on se casse très vite. Avant de finir. On prend l'avion, on s'en va. Et voilà.
Merci beaucoup, merci. À demain. Bonjour, bienvenue. Nous accueillons Miguel Volterra qui nous raconte ses anecdotes de télévision. On rappelle que vous êtes ancien rédacteur en chef à France Télévisions, à l'ORTF de l'époque. On va repartir dans les années 83. 83, voilà. En fait, c'était donc après l'élection de François Mitterrand en 81. Mai 81, François Mitterrand est élu. Et donc, en général, quand il y a un président qui est élu, un an après, on a l'habitude de faire une émission spéciale avec lui pour faire le bilan de sa première année. Et là, donc, c'était mai 81, mai 82. Mai 82, il n'y avait pas tellement d'éventuelles possibilités de se raccrocher à un événement pour faire le direct et le bilan d'une année de Mitterrand. Donc on a attendu le 1er janvier suivant. Et le 1er janvier suivant, l'Élysée nous propose de faire l'émission à Latch, dans la propriété de Mitterrand, dans le sud-ouest de la France. Et on a dit, super, le directeur de l'information à l'époque, c'était Pierre Lescure. Et on avait donc comme chef du service politique un garçon qui s'appelait Albert Duroy. Et il y avait comme journaliste politique Paul Amar. Et donc, tout ce monde-là, on arrive la veille à Souston, qui était la ville à côté de la propriété de Latch. On s'installe avec l'escure, tout ça. On passe le réveillon du 31 décembre dans un petit restaurant pas terrible. et on va, on part le 1er janvier, on va donc à Latch et on est reçu par le président Mitterrand. On discute, tout ça. Et j'avais comme réalisateur un ami corse, Dominique Colonne, qui était réalisateur. Dominique Colonne a été un excellent réalisateur et en plus, c'était l'époux de la journaliste que tout le monde connaît, Mireille Dumas, qui faisait des émissions. Et avec Dominique comme réalisateur, j'étais tranquille, je savais que tout allait être parfait. Et donc on s'installe dans le bureau de Mitterrand et on prépare l'émission, Lescure lui dit, ben voilà, on va faire ça, tout ça. Et donc, arrive l'heure fatidique du journal à 13h. Donc on se prépare pour aller à un endroit que Mitterrand nous avait indiqué aussi pour faire le direct. Et Lescure, Paul Amar, Albert Duroy, tout le monde s'installe. Moi, je vais avec Dominique dans le car et on se prépare, tout ça. Il est, à ce moment-là, 12h25, quoi. Bon, tout va bien. Et c'est là que l'histoire le drame commence. Arrive. C'est là que le drame arrive. C'est là que le drame arrive. Allez-y, on peut déjà évoquer quelques petites... Alors, toujours comme je vous disais, pour faire une émission de télé, il faut un moyen de transmission. Et on avait prévu donc notre quart d'image, hein, toujours, et le quart de transmission de TDF qui s'installe et à 12h30, comme d'habitude, une demi-heure avant, je dis aux techniciens, bon, on va faire les essais avec Paris, les essais de liaison, tout ça. Et j'appelle donc mon alter ego, le responsable d'édition à Paris, et je lui dis, ben voilà, on est bon, on fait les essais, le son, tout ça, les micros. Il me dit, il n'y a pas d'image. Je dis, comment il n'y a pas d'image? Non, il n'y a rien. On n'a ni son, ni image qui viennent de chez vous. Mais qu'est-ce que c'est? Et là... Là, c'est le blackout. Voilà. Là, mais vraiment, parce que en plus,
faire une émission avec le président de la République, c'est pas un truc avec un type, un chanteur, un truc de variété, tout ça. Normalement, ça Très doit être cadré. carré. Et d'autant plus que vous étiez dans un endroit, on a évoqué toute cette semaine en mer ou encore en Oui, URSS, mais là, là, ça paraissait relativement simple à la oui, base. relativement simple. Et il n'y avait aucune raison. On va découvrir dès demain pourquoi voilà. et comment vous avez résolu le problème. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Miguel Alvolterra est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Donc, on est le 1er janvier 83. Vous devez faire une émission en direct avec François Mitterrand. Une demi-heure avant l'émission, les studios de Paris, la Réal de Paris, n'a ni son ni image. Voilà. Et là, je vais voir le chargé de production et je lui dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, tout est en place, tout ça. Il dit, oui, mais on n'a pas la grue. J'ai dit, comment on n'a pas la grue? C'est quoi la grue? Il me dit, ben voilà, comme l'Hatch est dans une cuvette, il faut qu'on arrive à sortir le signal de la parabole pour que la parabole aille taper sur un des deux émetteurs qui sont sur les deux collines qui sont au-dessus de l'Hatch. Et pour ça, on n'a qu'un seul moyen, c'est une grue spéciale. Alors, cette grue spéciale, c'était en fait un camion qui n'était pas du tout aux normes françaises, d'ailleurs, qui n'avait pas du tout les caractéristiques des poids lourds français, et donc, en plus, qui n'avait pas l'autorisation de circuler normalement sur les routes de France, mais qui a été utilisé chaque année sur le Tour de France, par exemple, pour que, justement, ce système, c'était les premières grues, qu'on s'appelle pneumatiques, vous savez, qu'on a maintenant aujourd'hui partout. Hein. C'est-à-dire, au lieu que ce soit une grue mécanique où on voit le truc monter, oui, c'était il y a sur coussin d'air, le système pneumatique qui monte le bras et c'est parfait, tout ça. Mais ça n'existait pas en France. Et donc, c'était un véhicule britannique. Et donc, il y avait une compagnie, une société française qui était propriétaire de ça, qui louait donc ce matériel à la télévision pour ce genre d'émissions particulières, Tour de France et autres. Et donc, cette grue, eh bien, devait arriver pour qu'on monte la parabole. Et on a, à l'heure où on était, donc 12h45, à un quart d'heure, machin, on ne savait pas où était la grue. On l'a su après, parce que, imaginez un peu le problème d'une émission avec le président de la République qui ne fonctionne pas. Tout le monde se pose la question. À Paris, la presse. Parce que déjà, à l'époque, il y avait des soupçons de maladie du président Mitterrand. Donc, les radios commencent à taper en disant « Oui, le journal avec le président Mitterrand ne se fait pas. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est mort ?» Et ça commençait à monter médiatiquement, politiquement aussi, à monter. Et on ne savait pas ce qui se passait. On ne savait toujours pas. Le fait est que, de toute façon, on n'avait pas la grue et on ne pouvait pas faire l'émission. Donc, je fonce dans le bureau du président Mitterrand, où il y avait non seulement mes journalistes, intervieweurs, mais en plus des invités du président. Il y avait l'adjoint de Gaston Defferre, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, qui s'appelait Franceschi. Il y avait le beau-frère de Mitterrand, Roger Hanna. Il y avait son frère, le général Mitterrand. Enfin, il y avait tout un ensemble de personnages ou de personnalités qui étaient ses invités pour assister à l'émission. Et je fonce et je vais directement vers Franceschi et je lui dis « Monsieur le ministre, on va déclencher le plan Orsec ». Il me regarde comme ça, il me dit « Ouais ». J'ai dit « Il faut que vos gendarmes
de la région. Alors, il y avait à Alatsch une brigade de gendarmerie spécialisée pour s'occuper de la sécurité On des lieux. imagine, oui. Et il faut que vos gendarmes trouvent, La d'ici grue, un quart d'heure, 20 minutes, la grue et l'escorte. une grue, n'importe quoi. Et en même temps, parallèle, alors il me dit, bon, ben, je vais aller voir. Et donc, il fonce vers l'officier de gendarmerie, il lui donne les consignes et tout ça. On était le 1er janvier. Tout était fermé. En France, blocus total, quoi. Donc, la fiesta. Et voilà, commence la panique. Toujours pareil. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est comme ça? Moi, j'étais... enfin, moi et Lescure et tout ça, on était quand même très... penauds, quoi, je veux dire. Mal à Même, l'aise de ne pas y avoir pensé avant déjà. oui, et c'était presque une faute professionnelle, quoi, je veux dire, par rapport même au président. Hein. Moi, j'aurais été chercher un agriculteur, vous voyez. Oui, mais le problème, Pour- c'est que... Voilà, et donc... Avec une pelle mécanique. alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'avais même envisagé il y a une base aérienne à côté de Biarritz, de faire venir un hélicoptère, Puma, un gros hélicoptère, pour qu'on puisse mettre la parabole et que l'hélicoptère se mette en situation au-dessus de l'endroit. Mais ce n'était pas possible parce que ça faisait un raffut terrible. Un bruit énorme. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, enfin, à un moment donné, arrive un gendarme en moto en disant « On a trouvé une grue entre Souston et Biarritz. Hein, et la grue arrive, mais lentement parce que ça va, la circulation... Parce que c'est une grue, quoi. Une grue qui était en plus encadrée par des motards de la gendarmerie. Et on voit arriver donc la grue, enfin, mais il était à ce moment-là, il était 12h05, 12h10. Donc, à Paris, le présentateur Joker, qui était Noël Mamère à l'époque, oui, avait commencé à présenter le journal en disant « Oui, on va faire le direct avec le président, mais on a un petit souci technique, bon, on va le faire. » Et il commence à lancer les différents sujets. Et on a sorti, enfin, à Paris, ils ont sorti tous les sujets possibles et imaginables, y compris pas l'actualité, donc tous les fonds de tiroir de reportages et tout ça, pour tenir l'antenne, pour que... Enfin, nous, on avait l'obligation de... Comme il y avait donc cette agitation médiatique il fallait montrer le président de la République, peu importe ce qu'il disait, peu importe, voilà, il fallait le montrer vivant, debout, et en bonne santé. En bonne santé, pour dire bon, c'est pas lui qui est en cause, c'est de la technique, voilà. Donc la grue arrive, ils mettent la parabole sur le plateau, ça monte, mais le plateau n'est pas stable. Contrairement justement à cette fameuse grue britannique qui était d'une stabilité extraordinaire, la grue n'est pas stable, ça bouge. On redescend le plateau, on met des cordes pour arrimer, avec 4 gendarmes qui tenaient les cordes, et on remonte le plateau. Et enfin, toujours à cause de la stabilité, on sort une image de Latch, mais toute brouillée, quoi. Hein, mais on voyait Mitterrand. Et Noël Mamère, à ce moment-là, 13h30, dit voilà, au revoir, on fera l'émission avec le président demain. Et voilà. Donc, mais après, il y a eu quand même une enquête. Parce que... où était la grue britannique? Oui, parce qu'on ne savait toujours pas. On se demandait s'il n'y avait pas eu un accident. On ne pouvait pas imaginer, en fait, la réalité extraordinaire de la cause de l'absence de cet engin. Allez-y, ne nous laissez pas languir.
On ne savait pas. Donc, on a été, nous, tous les participants, sous réquisition de l'Élysée, on a été interrogés par la police pour savoir si ce n'était pas un sabotage, en quelque sorte. Une volonté politique des journalistes de télévision de planter le président, quoi. Donc, on a tous été interrogés. Moi, j'ai été interrogé comme si j'étais un gangster, quoi, par deux policiers. Ben, pourquoi, comment, machin, tout ça. Quelques jours après, on finit par savoir, parce que l'enquête s'est poursuivie partout, on a expliqué. Et on s'est rendu compte que le conducteur de la grue avait demandé à son patron de l'entreprise, comme il devait rouler la nuit du 31 décembre et tout ça, il lui avait demandé une prime spéciale pour pouvoir rouler le 31 décembre, nuit du réveillon et tout ça. Et le patron lui dit, non, machin, tu travailles le 1er janvier, on te donne une prime le 1er janvier, tout ça, mais pour la nuit, non. Et le type, il a décidé tout seul de faire grève. Tout seul. Et il ne s'est pas rendu compte, en fait, parce qu'il ne savait pas quel était le sujet de l'émission. Il pensait que ça devait être un truc sportif ou quelque chose comme ça. Donc lui, ça n'avait pas du tout percuté, hein, je veux dire. Donc le type, il avait décidé de rester. Il était à Lille à ce moment-là, donc lui, il devait faire dans la nuit Lille-Biarritz, quoi. Hein. Il est resté à Lille, tranquillos. Et donc ça a occasionné cette catastrophe, quoi, je veux dire. Et donc, bon... Et c'est à ce moment-là que Mitterrand a décidé de licencier le PDG de TDF. Ça n'a pas dû lui plaire, voilà, effectivement, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Mais alors, ça ne lui a pas plu sur le moment, parce que c'était un crime de lèse-majesté. Mais en fait, on l'a su après, parce qu'il nous a invités à déjeuner. Mitterrand, donc on était autour de la table, tout ça. Moi, j'étais à côté de lui. Et il me disait, et me servait le repas du 1er janvier, quoi. Hein. Et il me disait, mais mangez, tout ça. Je lui disais, monsieur le Président, excusez-moi, je n'ai pas très faim, je suis un peu crispé et tout. Et il a vu qu'on était tous un peu stressés, hein, bon, normalement. Et il s'est mis à nous raconter des histoires pour nous détendre. Pour vous détendre. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais... et donc, voilà notre Mitterrand qui se met à raconter des histoires à des journalistes, des histoires drôles. Et je me souviens toujours, il avait raconté une histoire, il nous avait posé une question en disant, vous savez pourquoi Marx n'est jamais allé au mariage de sa fille? Il dit non, Marx... Il dit, ben voilà, parce que la fille de Marx, communiste, de gauche, machin, toute la fille de Marx, a décidé d'épouser un noir. Et Marx, lui, en fait, était raciste. Et il n'a jamais voulu aller assister au mariage de sa fille. Voilà. Qui est assez... Tout ça, c'est un truc de... Voilà. De dingue. Merci beaucoup. Merci Miguel d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Du coup, on ne regardera plus les grands moments de télévision de la même manière. On se retrouve très vite. Eh bien, à bientôt. À bientôt.